Tac. Ah ben oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h30. Bienvenue dans cette table ronde de la Good Week. Aujourd'hui, on va parler de RSE et de mécénat et de comment engager les PME. Alors, avant d'introduire cette session et de présenter nos invités du jour, je vais juste faire un petit rappel pour nos participants de comment ça marche, Livestorm. Donc, et comment va se dérouler aussi cette conférence. Donc, on va prendre 45 minutes avec Eric et Laetitia pour parler du sujet du jour. À la fin, on aura 15 minutes de questions-réponses. Donc, il ne faudra pas hésiter à utiliser l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Là, vous pourrez poser toutes vos questions, si possible, anticiper un petit peu avant la fin des prises de parole pour qu'on n'ait pas trop de temps d'attente entre la fin de la discussion et puis le début des questions. Et puis, n'hésitez pas aussi à intervenir dans le chat, à échanger si besoin ou à partager vos réflexions. Et il y a aussi un petit onglet sondage qui se trouve à côté du chat et des questions. Et on vous en soumettra peut-être un ou deux durant cette session. Voilà, eh bien, pour commencer, je vais un petit peu introduire le sujet du jour. On va parler ensemble de mécénat, qui représente une part conséquente des recettes des associations, une part de plus en plus importante d'après les derniers panoramas des générosités, et une part qui prend différentes formes, alors une forme financière, en nature, en compétences, et puis qui n'est pas l'apanage des grosses entreprises, puisque 96% des entreprises mécènes sont des TPE et des TPI. Et on va voir aujourd'hui comment activer ce mécénat et quelles solutions innovantes on peut proposer pour renforcer le lien entre les associations et les entreprises, mais aussi le lien entre l'entreprise et ses clients et ses salariés. Et pour en parler, on a le plaisir d'avoir autour de la table virtuelle aujourd'hui Laetitia Audibert. Vous êtes CEO de Gandhi, une plateforme qui permet de faire des dons aux associations, une cagnotte solidaire, comme vous dites. Et puis Eric Ploto de Force for Good. Et avant de commencer peut-être à discuter, moi, je vais vous soumettre un petit sondage qu'on vous a concocté. Il est là. Vous allez le voir apparaître dans quelques petites secondes. Le voici. Donc, n'hésitez pas à voter. Et puis, en attendant, je passe la parole peut-être à Eric. Ah bah c'est gentil. Alors, enchanté toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis donc directeur conseil chez Force for Good, donc un des partenaires qui organise la Good Week. Voilà, je fais ce beau métier de fundraiser depuis un peu plus de 10 ans. On accompagne des petites organisations, des grandes, à 90%, disons, c'est des organisations non-profit, donc associations, fondations, ONG, et puis de plus en plus, on accompagne des entreprises également de l'économie sociale et solidaire, ou tout simplement, comme on va le voir aujourd'hui, des petites ou des grandes entreprises qui cherchent à s'engager davantage socialement ou pour l'environnement. Voilà, donc c'est ce dont on va parler. Et puis peut-être Laetitia, je vous laisse vous présenter, ce sera plus complet que ce que j'ai énoncé déjà. Bonjour à tous, enchantée. Donc, je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi. Gandhi, c'est une plateforme solidarité as a service qui permet aux entreprises, aux particuliers et surtout aux associations de collecter des dons via des systèmes de cagnotte solidaire 100% au profit d'associations. Pour les associations et les entreprises, d'avoir des outils d'accompagnement clés en main pour les entreprises mécènes, mais également pour les associations de bénéficier d'un label de confiance qui s'appelle Label Do Good, en partenariat avec SGS, et qui va vous permettre de générer de la probité pour votre association et donc d'attirer plus de donateurs et de mécènes. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, Eric, est-ce qu'on fait un petit état des lieux avant de commencer? Ouais, peut-être on peut commencer par un petit quiz et un petit sondage sur se poser quelques questions, enfin de deux, hein, pas plus, hein, pas non plus s'inonder sur le mécénat, sur l'image de marque que ça peut impacter pour les entreprises. Et puis on a une question aussi sur les millennials, les un peu plus jeunes, savoir comment ils voient l'engagement sociétal de leur employeur.
Alors là, par rapport au sondage que j'ai lancé, donc, qui est quel est le degré d'influence du mécénat sur l'image de marque des entreprises? Pour l'instant, on a 65% de réponses sur fort. Les Français y sont de plus en plus sensibles. 25% qui nous disent que c'est mitigé, ça dépend des secteurs. Et 2% qui ont voté pour faible. Le public ne fait pas vraiment le lien entre les deux. Alors, quelle est la vraie réponse à ce sondage, Alors, donc, Eric? on va donner la réponse. Effectivement, donc la réponse, c'est 93% des Français. On vous a mis en avant deux chiffres, 93% qui sont enthousiastes face aux engagements de mécénat des entreprises. Et puis on a 75% qui seraient prêts à changer de marque pour un concurrent équivalent qui soutient une cause. Donc, qu'est-ce que ça montre? Il y a une étude récente de la Fondation de France sur l'engagement des entreprises qui le montrait aussi. Grosso modo, pour la majorité des répondants, le mécénat et la RSE sont devenus des éléments fondamentaux des stratégies des entreprises. Elles représentent une opportunité économique à condition d'être menées efficacement et en cohérence avec l'identité et les enjeux de chacune des entités et des organisations. À partir du moment où on s'engage pour les entreprises dans ce type de démarche, c'est un message fort qui est fait pour l'interne et pour l'externe. Donc, c'est bien pour l'ensemble des parties prenantes, les salariés, les collaborateurs, mais aussi les consommateurs, les fournisseurs, les clients. Donc, c'est bien une démarche collective qui est encouragée là par ces Français enthousiastes, Français qui sont aussi de plus en plus enthousiastes de par leur comportement d'achat. Donc les achats éthiques, la consommation durable, regarder la traçabilité des produits et également de plus en plus des services pour les boîtes du tertiaire. Les vigilants et donc voilà, c'est tout un mouvement qu'on sent bien de fond qui impacte également les PME et les TPI. Merci Eric. La deuxième question qu'on se posait, le deuxième quiz, la question est la suivante. Pour les millennials, l'engagement sociétal de leur employeur est-il plus ou moins important que le salaire? Je vais vous publier le sondage. Il est publié, voilà. Vous pouvez y répondre. Alors, c'est l'engagement sociétal qui est le plus important ou bien c'est le salaire? Il va falloir trancher entre les deux. Je rappelle que les millennials, hein, c'est ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, donc les gens qui ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui. Alors, 72% pour l'instant, 70%. On me dit que l'engagement sociétal est le plus important. Je regarde les statistiques en direct. De plus en plus de personnes pensent que c'est l'engagement. On est sur un ratio de 65% pour l'engagement, 33% pour le salaire. Alors, en attendant que les gens répondent, on me pose aussi des questions dans le chat. Est-ce qu'il y aura un replay de cette visioconférence? Oui, Eric. Oui, ce serait disponible, oui, bien sûr. Ouais. Vous pourrez la diffuser largement à tous vos réseaux sur LinkedIn et où vous voulez. Allez, est-ce qu'on donne la réponse à ce sondage, Eric? Oui, comme ça. Alors Laetitia, elle va nous donner la réponse au sondage. Exactement. Eh bien, donc, pour 55% des salariés, c'est plus important que le salaire et ça va jusqu'à 76% des millénials pour lesquels l'engagement est plus important que le salaire. Aujourd'hui, on est vraiment sur une thématique de quête de sens. Je pense que les grandes démissions qu'on a vues ces derniers temps ont été un petit peu la preuve de cette nouvelle dynamique de quête de sens auprès des collaborateurs. Et on sait que l'engagement réduit jusqu'à 59% le turnover. Donc, quand on sait que, voilà, justement, il faut fidéliser les talents, donc on est vraiment sur une thématique où l'engagement sociétal et le mécénat en particulier est un élément fondamental pour la marque employeur de l'entreprise. Et c'est un argument qui est de plus en plus clé. On sait que
l'engagement en plus nourrit l'engagement parce que derrière ça augmente la productivité des salariés, ça augmente la rentabilité, ça augmente l'attractivité de la marque. Et on sait que les salariés qui travaillent dans des entreprises qui pratiquent le mécénat sont même souvent plus heureux et satisfaits de leur travail et donc plus engagés dans l'entreprise. Et donc, ils vont même jusqu'à aussi parler positivement de leur entreprise puisqu'ils sont fiers. En fait, ça déclenche vraiment un sentiment de fierté et d'appartenance, de savoir que leur métier va au-delà de simplement un travail et un rendement, mais que ça participe avec des externalités positives à quelque chose de plus grand qu'eux. Et donc, c'est très, très important. Il y a même jusqu'à 72% des salariés qui estiment que s'ils ont le choix, ils préfèrent travailler pour des entreprises qui soutiennent des causes sociétales, environnementales ou des associations. Et la quête de sens est vraiment pour les digital natives, au-delà des millennials, un élément extrêmement important. Ce qui est également important à savoir, c'est que ça peut augmenter la productivité des salariés jusqu'à 30%. Donc, l'effet positif de l'engagement est au-delà de faire du bien à l'extérieur, c'est également un outil héroïste pour l'entreprise elle-même. Et donc, pour les associations, ça doit être aujourd'hui des arguments, au-delà de la beauté de la cause que vos associations préconisent. Il ne faut pas oublier d'avoir ces arguments héroïstes pour pouvoir engager les entreprises, pour leur faire comprendre l'importance de cette dynamique RSE et mécénat. Merci Laetitia. Du coup, on va se jeter au cœur de notre table ronde du jour qui concerne les PME et le mécénat et puis la démarche RSE. Comment engager ces entreprises dans cette démarche RSE et dans cette démarche de mécénat également? Alors, peut-être ce qui est important, c'est de bien définir les notions. Oui. RSE, c'est pas mécénat, et donc RSE, c'est quelque chose d'un petit peu plus large. D'ailleurs, on dit la RSE et pas le RSE. Ça, c'est souvenez-vous-en. C'est donc la responsabilité sociale des entreprises qui est finalement la RSE, la mise en pratique du développement durable à l'échelle de l'entreprise. Donc le développement durable, je pense que pas mal d'entre vous ont le schéma en tête. On a l'économique, le social, l'environnemental. Quand on croise les enjeux économiques et environnementaux, on a des objectifs qui sont la viabilité. Quand on croise du social et de l'économique, on va chercher de l'équitable. Quand on croise du social et de l'environnement, on a fait du vivable et globalement tout ça fait du durable. Pour faire simple, en fait, il s'agit de réfléchir et surtout agir sur ces moyens de production d'un produit ou d'un service en calculant l'ensemble de son impact et puis en cherchant à transformer des impacts potentiellement négatifs socialement, du point de vue de l'environnement, en impact positif. C'est toute la dynamique aussi de l'économie régénérative. Enfin, il y a pas mal de littérature là-dessus depuis des années. Au niveau mondial, parce que les grandes entreprises se sont lancées assez rapidement dans ces démarches RSE, enfin assez rapidement, pas assez rapidement vu le problème, mais tout de même, elles s'y sont engagées. Les TPE, ça concerne quand même 95% des entreprises. Elles contribuent à 67% de la pollution mondiale. Donc ça vous donne aussi une petite idée de l'enjeu. En France, les TPE, c'est 98% des effectifs. C'est 4 millions de travailleurs qui sont indépendants et 150 000 PME. Donc ces PME, quand il y a une étude qui est sortie de la BPI l'an dernier, en 2022, 80% des PME ont pleinement conscience de l'urgence climatique, mais ne savent pas comment agir. Donc, il y a bien cet enjeu pour les PME de trouver des techniques d'engagement qui soient simples, facilement implémentables, limite, j'ai pas trop d'argent, j'ai pas trop de temps, comment je fais? Et le mécénat est une des techniques les plus simples d'ailleurs pour commencer à s'engager. Puis on verra tout à l'heure qu'il y a des techniques aussi pour faire des petits pas
sur la RSE et préparer des transitions dont le monde a bien besoin. Ça, c'est pour le RSE. Peut-être sur le volet mécénat, Sur le volet Laetitia mécénat, oui. peut nous dire un mot. Alors du coup, aujourd'hui, le mécénat en France sur les PME, enfin sur la partie entreprise, on est à plus de 3,5 milliards de dons collectés, avec une forte croissance pour les PME, justement comme tu le disais, Eric. Le mécénat prend vraiment une forme, est protéiniforme, il va être en nature, financier, etc. Et aujourd'hui, le développement du mécénat des PME augmente à peu près de 25% par an, et donc c'est de plus en plus une cible. Habituellement, les associations ont plutôt tendance à se diriger vers des grandes fondations d'entreprises qui étaient les pourvoyeurs de fonds les plus faciles et négliger un petit peu ce tissu PME, si ce n'est dans un cadre de proximité où on allait chercher les entreprises dans son territoire. Il faut vraiment prendre conscience que le mécénat des petites et moyennes entreprises peut être une source, alors avec des plus petits montants, mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières et l'impact des PME doit vraiment être pris en considération. Les différences de nature de mécénat, donc vous les connaissez certainement, mécénat financier qui aujourd'hui représente 84% des sources de collecte. En nature, on est sur du 3% et le mécénat de compétences est autour de 13%. La crise a été aussi, la crise sanitaire a été une opportunité pour les entreprises de renforcer leur solidarité, contrairement, même s'il y a eu des budgets parfois qui ont été un petit peu érodés, il y a eu aussi l'envie de s'engager, la prise de conscience en fait. Alors on n'est pas dans le monde d'après qu'on attendait, mais on est quand même dans une prise de conscience du besoin pour les entreprises de s'engager avec des associations et de reverser un certain budget dans ces démarches. Et donc le mécénat est devenu de plus en plus important puisque 96% des mécènes sont des TPE et des ETI. Pourquoi les entreprises doivent s'engager aujourd'hui? Alors, il faut vraiment, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, avoir conscience que quand vous rencontrez en tant qu'association des entreprises mécènes, souvent vous avez le discours cause et il vous manque ce discours héroïste. Alors, je sais que le mot n'est pas joli dans nos secteurs associatifs, néanmoins, il est de plus en plus prégnant. Et ce discours héroïste, il est vraiment très important puisque le mécénat, et c'est de plus en plus prouvé, permet à l'entreprise de gagner des clients. Et ça, c'est quand même la plupart des objectifs de toutes les entreprises au monde. Pourquoi elle permet de gagner des clients? Parce qu'elle va améliorer l'image de marque de l'entreprise et qu'aujourd'hui, un consommateur, qu'il soit en entreprise lui-même ou un consommateur particulier, va prioriser les entreprises engagées plutôt que des entreprises qui vont ne pas avoir d'externalité positive. Donc, ça améliore aussi l'attractivité dans le cadre d'appels d'offres. Donc, aujourd'hui, une entreprise qui veut répondre à un appel d'offres va devoir remplir une case engagement et souvent, elles sont un petit peu démunies par rapport à ça et le mécénat va leur permettre de remplir une partie de cette démarche, attirer et fidéliser les clients, comme on l'a vu plus tôt avec des chiffres clés, en dopant sa marque employeur et permettre de communiquer de façon positive. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la réglementation est en train de changer. Aujourd'hui, l'obligation de RSE et la partie réglementaire, en plus des objectifs de développement durable, la loi Pacte, les entreprises à mission, aujourd'hui, les PME ne peuvent plus faire l'économie de l'engagement parce que même si elles n'y sont pas toutes obligées réglementairement, là, aujourd'hui, ce sont les entreprises à partir de 500 collaborateurs avec un certain montant de chiffre d'affaires. Ça va descendre cette année à 250 collaborateurs. Donc, l'obligation va être réglementaire. Mais au-delà de l'aspect réglementaire, quand une entreprise veut travailler avec un grand groupe, le grand groupe ne va choisir par ricochet, parce que eux, ils sont réglementairement imposés de remplir des obligations, et le grand groupe va ne choisir que des sous-traitants ou des partenaires engagés. Donc, que vous soyez freelance,
PME et que vous voulez avoir un marché beaucoup plus grand en pouvant travailler avec des grands groupes, vous allez devoir vous engager dans cette stratégie de mécénat. Et ça veut dire quoi pour les associations, puisque je crois que le public aujourd'hui est beaucoup plus associatif, c'est que vous devez avoir ce discours héroïste auprès des entreprises qui n'ont pas toujours confiance de cette importance et de cette obligation de s'adapter à ce nouvel environnement stratégique pour les entreprises et qui devient un objet de profit à court et moyen terme, voire même de survie. Je discutais pas plus tard que la semaine dernière avec la BPI, qui ne va, d'ici 3 ans, financer que des entreprises à impact ou qui donnent de l'impact à ce qu'elles font. Donc, c'est-à-dire que c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que même les banques, aujourd'hui, vont choisir dans leur financement des entreprises à impact. Donc, c'est très important pour vous, en tant qu'association, ou si vous êtes une PME, d'avoir en tête que la solidarité n'est plus une option et ce n'est plus un accessoire dans le monde de l'entreprise. Et en plus, ce qui est très important, dans le cadre du RSE, moi j'ai coutume de dire que dans le cadre du RSE, le mécénat n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la levure qui fait monter la pâte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de façons de s'engager au niveau du RSE. Vous pouvez calculer votre empreinte carbone, avoir des politiques de diversité, de handicap, mais le soutien à une association, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est immédiatement tangible et compréhensible. Quand vous dites j'ai économisé 50 tonnes de CO2, il y a très peu de gens qui comprennent. Quand une entreprise dit j'ai permis l'accès à l'eau potable à 1000 enfants dans le monde, j'ai permis de planter tant d'arbres, j'ai permis de construire une école, eh bien dans les oreilles du consommateur, dans les oreilles du collaborateur, eh bien c'est immédiatement compréhensible et donc ça permet de donner un plus grand retentissement à vos engagements. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, dans ce contexte particulier, l'impact sur les entreprises, il est vraiment important de comprendre que le mécénat incarne une partie de la RSE. Et donc, pour les PME qui aimeraient s'engager, que pouvez-vous leur dire en tant qu'association ou en tant que conseil RSE? Eric, je te repasse la parole. Comment elles peuvent s'engager sur la partie RSE? Au fait, la façon dont on procède, parce que les patrons d'entreprises comme les PME, les qui sont en charge, c'est souvent des petits services, ils ont peu de temps, peu d'argent, donc il faut réussir à être assez didactique avec eux. La façon dont on procède, c'est méthodiquement, étape 1, on fait un diagnostic de qui sont les parties prenantes de l'entreprise. On va regarder quel est l'impact existant socialement et environnementalement de la boîte. Donc ça, il y a des outils qui permettent de faire ça, génétique, Greenly sur l'aspect bilan carbone, et puis on peut faire un accompagnement pour regarder les impacts actuels. Ce qui va être très important, c'est de choisir des objectifs aussi. Au-delà des moyens, les moyens ne viennent toujours qu'après. C'est la même chose d'ailleurs en campagne de collecte. On essaie de déterminer à quel endroit on veut atterrir en termes de collecte pour faire quelque chose, pour réaliser un objectif sociétal ou peu importe. Et après, on se donne les moyens d'atteindre l'objectif. En l'occurrence, la question des objectifs, c'est pour les PME des choix parfois très personnels de dirigeants. Et puis, c'est encore mieux quand c'est un projet collectif. Donc, qui dit projet collectif dit participatif. Et on va chercher à impliquer les salariés dans le choix des causes qui leur tiennent à cœur. On peut en proposer plusieurs, pas trop non plus, pour pas les perdre. Et puis, on peut aussi définir les causes en fonction de la nature, tout simplement, de l'entreprise. Vous avez des entreprises qui parfois aident des associations qui n'ont rien à voir avec leur mission, leurs produits, leurs services. Généralement, on cherche quand même un lien puisqu'il y a un objectif
d'image aussi derrière. On cherche quelque chose qui soit un peu en cohérence avec le récit de l'entreprise, sa raison d'être et ses valeurs. Je parlais tout à l'heure de l'engagement participatif des salariés. On peut aussi embarquer dès le début de la démarche et dès les premiers questionnements ses fournisseurs, ses clients très proches. C'est important. Plus il y a de monde autour de la table, mieux c'est. Et une fois qu'on a défini ces premières étapes, disons, quel est notre impact aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Qu'est-ce qu'on peut se donner en termes d'objectifs? On a défini évidemment des moyens financiers, des moyens humains. Et sur le volet, mécénat, il y a différents moyens qui permettent de s'engager des premiers moyens comme l'outil Gandhi aux moyens un petit peu plus importants. Oui, parce que c'est une question qu'on nous a posée. Quelles sont justement les formes de mécénat des TPE et des PME? J'en profite pour vous soumettre la question en même temps. Les formes de mécénat, en fait, elles sont assez diverses. Globalement, mais le mécénat, on a le classique mécénat financier, on a le mécénat en nature, on a le mécénat de compétences, et puis après, une fois qu'on a dit ça, on peut inventer plein de choses. Et parmi ces plein de choses, l'outil que tu as développé, Laetitia, permet de mettre en place un certain nombre d'outils un peu clés en main, le 1%, etc. Peut-être nous les décrire et puis après on verra quelles sont les méthodes complémentaires. Avec plaisir. Alors, chez Gandhi, on est parti du constat que justement, en tant qu'association, vous aviez assez peu d'outils à mettre à disposition, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui se multiplient, mais un peu clés en main à proposer aux PME. Les PME, malheureusement, ou pas malheureusement d'ailleurs, sont de plus en plus demandeurs de valoriser leur engagement, d'outils de communication, d'outils de contribution, de participation. Et souvent, on a pu faire le constat que les associations sont assez démunies à leur fournir autant d'éléments et à leur permettre d'avoir des outils clés en main. Donc aujourd'hui, nous, on a 3 formules clés en main qui vont être, la première, c'est la formule 1% to do good, qui est un petit peu sur le modèle du 1% pour la planète et qui est un modèle assez génial. Néanmoins, la contrainte de ce modèle, elle était pour nous de 3 ordres. La première, c'est qu'elle ne concerne que les causes environnementales. Et or, on pense que cette dynamique du 1% était intéressante à pouvoir propager pour des causes sociétales et environnementales. Donc, on a dans notre portefeuille d'associations des causes de tout type. Et le deuxième élément, c'est que 1% pour la planète oblige à ce que l'entreprise verse 1% dans son chiffre d'affaires ou d'une gamme. Mais le problème, c'est que souvent, pour une PME, c'est beaucoup. Et donc, c'est parfois une barrière à l'entrée. Et donc, nous, on n'a pas voulu mettre une barrière à l'entrée et permettre les bonnes volontés de s'exprimer, même si ça commence petit à petit avec, du coup, pour des toutes petites entreprises, voire même des freelances, des dons à partir de 600 € par an. Et on fournit des outils de communication. On a une formule intermédiaire qui s'appelle Leader et qui est all inclusive, et une formule Hero pour devenir une do good company qui est une formule un peu plus étoffée. En gros, qu'est-ce qu'on fait dans ce package? Justement, on prend cette première dynamique dont tu parlais, Eric, c'est-à-dire qu'on va présélectionner. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a soit c'est nous qui sommes devant un client et on va lui parler de notre portefeuille client, identifier les causes qui vont lui tenir à cœur, qui vont correspondre à ses valeurs, à son ADN, à son métier, et on va présélectionner 4-5 causes qui vont être soumises au vote des collaborateurs ou des clients. Mais nos associations partenaires ont aussi leur propre présentation Gandhi, et donc quand elles vont voir un mécène, on essaie de garder cette dynamique de vote et faire voter sur des projets de l'association. Comme ça, on garde quand même ce choix où les collaborateurs, voire les clients ou fournisseurs peuvent quand
quand même être partie prenante, même si c'est au sein même de l'association. Ensuite, on ouvre une page de collecte où l'entreprise peut donner, mais permettre à ses collaborateurs de donner, à permettre à ses clients de donner. Et on a plein d'outils comme le don cadeau, comme le don d'onboarding, comme le don sur performance, le don sur questionnaire. Là, par exemple, j'ai un client qui utilise cet outil avec son soutien, de dire, ben voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à avoir un questionnaire satisfaction rempli. Il a mis ça en place et il a eu jusqu'à 66% de réponses en plus. Et côté association, ça lui a permis d'avoir 3 000 € en plus. Donc, voilà, on est là pour fournir plein d'idées pour animer le mécénat sur l'année. Et surtout, notre grande valeur, c'est qu'on fournit des outils de communication. Donc, vidéo qui va dire entreprise machin, fière de soutenir l'association Y avec des images de ce que fait l'association pour que l'entreprise devienne son ambassadeur. Et selon les formules choisies, on fournit tous les mois ou tous les trimestres ou tous les semestres des petites capsules vidéo brandées au nom de l'entreprise et de l'association avec des nouvelles terrains et témoignages de ce que fait l'association. Un peu en mode nos dons agissent, voilà ce que fait l'association et du coup un call to action vers la cagnotte. L'idée, c'est que l'entreprise va du coup le publier dans ses coms internes et ses coms externes et du coup devenir l'ambassadeur de l'association et faire connaître ses actions au plus grand nombre. Mais on a un peu d'autres contreparties dont je vous parlerai tout à l'heure avec voilà, quelques conseils RSE et des défis RSE à relever. Du coup, j'allais poser la question à Eric, les autres contreparties pour motiver au don, quelles sont-elles, quoi? Les contreparties, elles sont nombreuses et elles peuvent être inventées aussi, tout simplement. C'est-à-dire en fonction de ce qu'est l'association. Une association qui, je sais pas, vous êtes l'abbaye de Royaumont, bah, les contreparties, elles sont un peu automatiques, quoi. Vous avez des invitations à des événements, vous pouvez avoir des places pour les salariés, pour les clients, avec toujours la nécessité de faire attention dans les contreparties qu'elles ne prennent pas une certaine valeur, hein. Évidemment, ça c'est réglementé fiscalement. Donc vous avez évidemment aussi la fiscalité, hein, 60% du don de l'entreprise. Vous pouvez aller chercher des contreparties de type naming aussi, nommer des choses en particulier au sein de votre association. Ce qui fonctionne bien, ce que nous on pratique, c'est souvent des tableaux de contrepartie où en fait on va lister un peu en mode brainstorming tout ce qui est possible de faire, de proposer à l'entreprise, allant du simple logo sur le site internet jusqu'au à l'invitation, le naming, le fil d'infos, les voyages terrain, etc., y compris avec des clients de l'entreprise. Et on va essayer de les hiérarchiser. Et en gros, vous mettez dans votre tableau en ligne toutes les contreparties et en colonne, vous mettez les types d'engagement. Et ce qui est bien, c'est de différencier évidemment quelqu'un qui vous donne 500 € ou quelqu'un qui vous donne 50 000 € ou plus, ben, il n'a pas tout à fait droit à la même chose. Et donc ça, vous pouvez même créer des clubs, le club, je sais pas, bronze, argent, or, bon, vous inventez la vie qui va avec après en termes de naming, voire d'identité visuelle. Mais ça c'est important de bien différencier. Ça peut être un accélérateur d'engagement aussi, de dire, bah voilà, si vous donnez un petit peu plus, vous avez le droit aussi à ça. Et dans la notion de club, ce qui fonctionne de mieux en mieux et de plus en plus, ce qui n'est pas quelque chose de si nouveau, mais c'est la notion de club d'entreprise, justement. Donc vous, en tant qu'association, agissant sur un territoire ou sur un secteur, vous créez le club des entreprises engagées, vous créez une série d'événements, vous trouvez sur LinkedIn ou ailleurs sur un réseau social les moyens pour ces fameux dirigeants d'entreprise ou services d'échanger entre eux. Et ce que veulent les entreprises, c'est aussi des contrats et c'est un moyen pour ces boîtes de faire du réseau, de se faire du bien parce qu'ils sont avec des pairs eux-mêmes engagés, ce qui fait toujours plaisir. Et puis aussi de faire un petit peu de business. Donc ça faut. Si vous avez la possibilité de monter des clubs entreprises, il faut pas se priver. Merci Eric. Laetitia, si une entreprise veut aller encore plus loin en termes de mécénat, qu'est-ce
Quelles solutions sont à leur disposition de ces entreprises? Alors, les entreprises peuvent faire du mécénat de compétences. Il existe de nombreuses plateformes sur le sujet, comme notamment Wannabe, Vendredi. Nous, on n'est pas du tout une plateforme de matching pour la compétence, mais les associations partenaires qui ont des besoins peuvent les remonter à nos entreprises mécènes. Mais c'est pas notre cœur de métier. Il y a le mécénat en nature avec, par exemple, Don Solidaire, qui va permettre à l'entreprise de donner des produits, des denrées alimentaires, ou enfin voilà, selon les besoins de l'association. Ou encore, il y a des actions de bénévolat des salariés avec des institutions comme Unicité. Donc les possibilités sont nombreuses. Elles doivent surtout, le plus important, c'est correspondre aux besoins de l'association, parce qu'on doit pouvoir permettre à l'association non pas d'accueillir des salles, des quarts de salariés pour repeindre la énième école. Il faut vraiment pouvoir qu'il y ait une cohérence entre les besoins exprimés par l'association et les capacités de l'entreprise de lui fournir ce dont elle manque, et de parfois continuer à l'associer à du mécénat financier, pour que, voilà, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une association qui a accueilli beaucoup de bénévoles, enfin beaucoup de mécénat de compétences, sauf qu'ils donnent un jour par an l'entreprise, et qu'en un jour par an, on n'a pas encore le temps de s'acculturer de l'association, et donc il y a un petit côté déceptif pour le collaborateur qui finalement ne vit pas une vraie expérience au sein de l'association, et déceptif pour l'association qui se retrouve un peu comme si elle avait un stagiaire de 3e en son sein. Donc voilà, bien exprimer ses besoins dans ces dynamiques pour pouvoir être sûr d'en tirer les meilleurs bénéfices. Eric, tu veux compléter? Oui, sachant que l'un de vos enjeux, c'est de faire de la communication, de faire de la collecte de fonds aussi, et vous pouvez embarquer des entreprises, des PME dans ces objectifs-là. Ce qu'on a pu faire dans par le passé, c'est des campagnes de matching gift où une entreprise, pour chaque don versé dans une limite de X euros, double la valeur des dons. Ou une campagne sur les réseaux sociaux, si vous manquez de budget ads ou d'achat média pour donner de l'envergure à vos campagnes, eh ben, vous pouvez vous faire sponsoriser quelque part votre campagne par une entreprise. Et vous pouvez aussi autrement, sur le volet un peu plus mécénat, dire à chaque action réalisée sur les réseaux sociaux par vos sympathisants, je sais pas, le partage d'une photo, le partage d'un témoignage, un like, un repartage tout simplement de posts, et ben une entreprise s'engage à verser X milliers d'euros. Alors si vous embarquez des influenceurs en plus dans l'affaire, ça peut rapidement faire tache d'huile. Voilà, donc il y a des techniques comme ça de mobilisation, y compris sur le web, qui peut vous permettre d'embarquer vos parties prenantes et vos entreprises dans vos objectifs de Collect. Au-delà, pour les plus gros montants, là, c'est à vous d'échanger directement dans une démarche partenariale avec l'entreprise pour voir jusqu'où elle serait prête à aller en termes de fléchage des fonds ou en termes d'engagement. Il y a certaines entreprises qui créent carrément qui ont financé des ouvertures de pays sur des actions à l'international de développement ou d'humanitaire. Voilà, c'est tout un pont. Finalement, le projet de l'association est financé par l'entreprise. Alors, idéalement, il faut quand même marcher sur plusieurs pieds pour pas vous mettre en difficulté. Il y a d'autres entreprises qui vont vouloir créer leur fondation. Donc là, c'est pas si compliqué que ça. Il faut déterminer la raison d'être là aussi de l'entreprise, mais de la fondation, ses objectifs, son storytelling, ce qu'elle va financer, à quelle hauteur, comment elle va mettre en place des appels à projets à candidature, comment les projets vont être sélectionnés, puis comment ils vont être suivis derrière dans une démarche d'impact progressive. Donc voilà, sur le volet mécénat, on peut aller très très haut hein, et très très fort. Sur un exemple d'engagement,
là, c'est du mécénat, mais pas que. Vous avez la Maïf et le Crédit Mutuel qui ont annoncé il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça, dividende environnemental et dividende sociétal. Ils s'engageaient à verser 10% dans un cas, 15% dans l'autre de leurs résultats d'entreprise à des causes à impact positif pour l'environnement ou pour la société. Et donc, ça fait des sommes énormes. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose comme 50 millions d'euros, ou voire même, je me demande si c'est pas 500 millions d'euros, même dans le cas de la Maïf. Donc voilà, les entreprises, pour les plus hautes, commencent à prendre ce mouvement-là. Et ce que permet à Gandhi et d'autres aussi, avec le 1% to do good, c'est d'engager également les PME et les plus petites entreprises jusqu'aux indépendants. Voilà. Merci, Eric. Il nous reste 5 minutes de discussion tous ensemble. Est-ce que rapidement, on peut parler de la labellisation aussi, Laetitia, qui est importante aussi? Très, très importante. Alors aujourd'hui, on a vraiment constaté que justement dans le cadre des PME, j'avais prévenu, malheureusement j'ai mes collaboratrices qui arrivent et qui sonnent, donc j'en ai pour une toute petite seconde, je vous fais la petite musique d'attente. Ce sont les aléas du direct, comme Voilà, on dit à la télévision, et ça ne déroge pas pour le web aussi. Je suis vraiment confuse. Enfin, attendez, je continue la musique d'attente. Oui. Ou est-ce que, Eric, tu veux répondre à une autre question en attendant? Non, bah, en fait, je peux commencer sur les labels et puis Laetitia poursuivra. C'est bon, c'est bon. Pardon. C'est bon. Donc oui, aujourd'hui, nous, on a vraiment constaté, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a créé le label Do Good, c'est que non seulement les donateurs particuliers, mais aussi les donateurs entreprises sont vraiment en attente de probité. 67% des Français ne font pas confiance aux associations. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les PME, notamment, quand elles s'engageaient, elles le faisaient parce qu'elles connaissaient l'association, il y avait un lien amical ou de connaissances. Et comme aujourd'hui, comme on le voit, les PME s'engagent dans le cadre de politiques RSE, ils doivent justifier de pourquoi ils ont choisi l'association. Et donc, c'est là où intervient l'importance d'un label. Comme vous le savez, certainement, il existe 2 grands labels que sont Don Confiance et IDEAS en France, qui sont de formidables labels. Néanmoins, ces labels ne s'adressent pas aux petites et moyennes associations parce que c'est un très long temps de contrôle, c'est beaucoup de points, c'est un coût assez important et les petites et moyennes associations n'ont pas toujours la ressource en interne pour le faire. Et donc, nous avons construit avec SGS, qui est le leader mondial de la certification et du contrôle, un label qui s'appelle Do Good, en partenariat d'ailleurs avec Antoine Vaccaro de Force for Good, qui est à l'origine du comité de la charte du don en confiance, en toute bonne entente avec don en confiance, et avec le monde associatif, un label où il y a 32 points de contrôle, qui est agile, innovant et qui va vous permettre déjà de valoriser la probité de votre association pour pouvoir réassurer vos donateurs et mécènes. Donc ça, en tant qu'association, il faut de plus en plus le considérer parce que pour ne rien vous cacher, nous, on travaille avec une fondation d'entreprise, par exemple, dont je ne peux pas dire le nom, mais qui a décidé qu'elle ne travaillerait plus qu'avec des associations bénéficiant à minima de notre label. Alors, bien sûr, les autres grands labels aussi, mais que ça serait le minima requis parce que pour les fondations d'entreprise, ça va leur permettre de déléguer ce contrôle et cet audit et d'être sûr qu'en termes d'impact, de gouvernance, de bonne gestion, de transparence, vos associations respectent un certain cahier des charges. Et donc, on a fait en sorte que ce label soit rapide à obtenir. Côté entreprise, la labellisation est aussi de plus en plus importante. On connaît tous les normes ISO, etc. Il existe de nombreux labels sur différentes activités et il peut y avoir notamment devenir B Corp. Alors, ce n'est pas exactement un label, mais c'est un élément de probité pour que les PME puissent également, elles, montrer qu'elles sont le plus exemplaires possible.
où il y a des labels comme Positive Workplace qui s'adressent majoritairement justement aux PME et qui leur permet de valoriser qu'en tant qu'entreprise, elles tiennent bien la barre et qu'elles ont en matière de RSE de nombreuses actions. Et en fait, en ricochet, ces labels, que ce soit B Corp ou Positive Workplace, impose aux entreprises d'avoir des engagements environnementaux et solidaires. Donc, ça fait partie aussi de la grille d'évaluation de ces entreprises. Et donc, ce sont aussi pour vous, en tant qu'association, des cibles potentielles de mécènes, parce que ça fait partie des choses auxquelles elles se sont engagées dans le cadre de leur propre labellisation en tant qu'entreprise. Donc, 2 niveaux de label. En tant qu'association, vraiment, soyez le plus probant possible et essayez de vous faire labelliser. Et on serait ravis de vous accueillir, mais également les grands labels que j'ai cités. Et en tant qu'entreprise, réfléchissez aussi à ça parce que c'est de plus en plus attendu. Merci Laetitia. Il nous reste une petite minute avant de passer aux questions qui sont quand même assez nombreuses. Est-ce que Eric, Laetitia, qui veut conclure entre vous de cette table ronde? Eric, je t'en prie. Peut-être juste un petit mot avant de conclure, c'est sur l'engagement plus large de la RSE. Au niveau RSE, en fait, vous avez des outils, je pense notamment à We Act for Earth, qui peut permettre aux indépendants, aux petites entreprises et aux moyennes entreprises de trouver des techniques assez simples à mettre en œuvre. En fait, la We Act for Earth, c'est une association donc qui permet comme ça de s'engager dans une transition écologique et sociale. Comment ça marche? C'est un dispositif digital aussi comme Gandhi, qui est ludique, qui est accessible, qui permet de s'informer et puis d'agir collectivement et communiquer sur sa démarche RSE. Donc là où Gandhi fait principalement du mécénat, mais Laetitia, tu pourras compléter aussi parce que vous faites un petit peu de conseil RSE, mais le cœur de métier, c'est plutôt mécénat. We Act for Earth, c'est une association dont le cœur de métier est la transition RSE, et puis ça passe par des choix d'engagement qui sont pris suite à des questionnaires, des actions préconisées, un système de suivi, puis toute une communauté aussi en soutien. Donc, si vous êtes PME, PMI, vous pouvez aller sur l'outil. Si vous êtes association et que vous êtes en contact avec une entreprise qui veut aller un peu au-delà du mécénat, une PME, vous pouvez lui proposer cet outil-là. We Act for 4 Earth. Et Laetitia, toi, tu proposes, je crois, aussi avec Gandhi quelques petits tips RSE envoyés aux entreprises. Tout à fait. Alors, tous les mois, on leur fournit un calendrier RSE sur le mois d'après. Donc, par exemple, sur mars, il va y avoir la journée de la femme et on essaye d'évangéliser, c'est-à-dire qu'on va être sur des films à regarder, des livres à lire pour essayer d'acculturer les collaborateurs. On donne un conseil RSE tous les mois aussi à nos entreprises mécènes, facile à mettre en place pour pouvoir justement leur permettre d'avancer, de progresser. Et on leur fournit tous les mois un défi RSE pour leurs collaborateurs. Par exemple, il va y avoir la journée de la différence sur la trisomie 21. Et ben, on va leur mettre un petit challenge. Chaque collaborateur va devoir porter des chaussettes de couleurs différentes et on leur propose de faire des petites gamifications pour sensibiliser aux différentes causes, mais aussi aux différents enjeux RSE. Par exemple, ça peut être aussi la journée sans viande, parce qu'un kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau. Expliquer pourquoi, pour que non seulement l'entreprise s'engage, mais que ses collaborateurs en voient l'importance et puissent l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup Laetitia, merci Eric. Alors Laetitia, je crois que tu étais en train de répondre à une question sur le CRM, c'est ça? Oui, alors pas sur le CRM parce que j'arrive pas à répondre à cette question. Je sais pas, l'outil marche pas, mais alors non, nous on n'est pas, parce qu'il y a trop de CRM, donc on n'a pas réussi à trouver un outil, une API qui le permette. Néanmoins, les listes des donateurs sont téléchargeables en CSV, peuvent être très facilement intégrées dans les CRM, puisqu'on a l'ensemble des donateurs particuliers, l'ensemble des donateurs entreprises et une troisième catégorie qui s'appelle le don rapide,
pour les gens qui n'ont pas voulu s'inscrire et qui s'en fichent des reçus fiscaux et qui ne sont donc pas opt-in en matière de RGPD, mais dont vous avez besoin de la traçabilité, que vous pouvez également télécharger. Donc ça ne s'intègre pas directement, mais le téléchargement est très facile et vous avez accès à un back-office qui vous permet de le faire. Merci. Alors Laetitia, je veux bien que tu fermes de ton côté la question sur ton... comme ça, Oui, je vais pouvoir lancer les autres. Pardon, Je te remercie. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Pour information, hein, Eric a répondu aux questions de source. La question que nous avons sous les yeux, c'est comment démontrer à une entreprise que la cause que l'on défend est plébiscitée par ses clients et salariés. Alors là, il s'agit pour nous de la protection animale au sens large. S'appuyer sur des sondages d'opinion IFOP, les entreprises ont-elles l'habitude de consulter leurs collaborateurs à ce sujet ? Moi, je peux peut-être répondre sur la première partie, puis tu compléteras Laetitia sur la seconde, sur l'aspect participatif. Mais globalement, effectivement, c'est une bonne idée. Alors, cause animale, vous êtes sur une cause plutôt facile, parce que pour le coup, quand on regarde dans les 5-10 dernières années, vraiment, l'environnement et la cause animale, c'est ce qui explose et c'est plébiscité. Donc, voilà, effectivement, vous pouvez présenter des sondages là-dessus, études IFOP ou autres d'instituts de sondage, c'est une très bonne idée. Et alors, est-ce que les entreprises ont l'habitude de consulter les collaborateurs ? Moi, j'ai envie de dire non, pas trop l'habitude. Souvent, c'est des décisions qui malheureusement sont pas toujours collaboratives. Par contre, nous, on l'encourage. Gandhi, Laetitia, tu proposes même un système de vote pour que les salariés puissent choisir la cause. C'est vraiment ce qui permet le plus d'engager. À partir du moment où on demande leur avis aux gens, évidemment, derrière, ils sont plus impliqués. C'est comme ça qu'on fidélise aussi des salariés. Peut-être à l'usage, Laetitia, toi, tu as pu le sentir dans les entreprises, hein. En fait, je le vois sur la formule sur laquelle on propose le vote, c'est du coup plus majoritairement celle vers laquelle les clients se dirigent. Mais ils vont au-delà des salariés. Nous, on les encourage même à consulter leurs clients, leurs fournisseurs. Et en fait, déjà, c'est indépendamment du fait que voilà, c'est pas qu'une décision de que dire et que les gens se sont impliqués, comme tu viens de le dire, c'est aussi vraiment une décision de la communauté. Et en plus, pour l'entreprise, c'est un double bénéfice parce que c'est une façon pour elle de communiquer positivement sur son engagement en impliquant sa communauté. Et donc, c'est un peu une façon pour elle d'avoir un outil de com sympa, inclusif, autour de quelque chose qui a de belles valeurs. Donc, nous, on l'encourage et ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, on voit que les études le montrent. Les collaborateurs aimeraient être, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est autour de 76%, voudraient être impliqués dans les politiques RSE en général de leur entreprise. Et donc, c'est une façon de répondre à cette attente. Merci. Alors, question suivante. Le mécénat ne doit-il pas se faire sans contrepartie ou alors avant un cadre très précis ? Alors, normalement, la définition du don, effectivement, c'est je donne, j'attends pas de contrepartie. Après, même pour un particulier, au moment de donner, il y a une contrepartie automatique qui est ça me rend plus heureux, ça me fait du bien, ça soulage ma culpabilité, j'en sais rien. Il peut y avoir plein de raisons à ça. On m'a appris qu'aider l'autre c'était bien, donc ça m'apporte une satisfaction. Donc il y a toujours une forme de contrepartie. Et pour les entreprises, c'est vrai que c'est un vrai accélérateur de dons. La contrepartie fiscale n'est pas anodine comme les particuliers. D'ailleurs, si on enlevait les 66% de déduction fiscale, je suis curieux de savoir ce que donnerait la générosité en France. Et donc pour les entreprises, voilà, c'est professionnel. À chaque fois qu'on investit de l'argent, et le mécénat est aussi une forme d'investissement, on attend ou une contrepartie ou au moins un impact attendu. Et du coup, c'est bien de pouvoir les formaliser. Par contre, je vous parlais d'une grille tout à l'heure.
On n'est pas obligé d'envoyer une grille, par contre, aux entreprises, hein. Après, ça peut se faire naturellement dans l'échange, dans la discussion. On vient pas avec un catalogue en disant, bon, bah, si tu m'achètes ça, je te donne ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt dans une démarche partenariale en disant, bah, si vous le souhaitez, nous, on peut vous proposer effectivement tel ou tel fil d'information, vidéo, outil d'animation de votre communauté, de vos salariés. On peut même aller un petit peu plus loin. Et puis après, bah, vous voyez bien si l'entreprise vient là pour les contreparties ou si elle vient là pour autre chose, quoi. Et là, c'est à vous de vous adapter. Et je compléterais, si tu me permets, en fait, la contrepartie réglementaire, c'est 25% de mémoire du montant du don, qui est toujours un peu difficilement mesurable parce qu'effectivement, il y a des effets sous-jacents qui sont compliqués entre l'attractivité de la marque, etc. Néanmoins, nous ce qu'on fait vraiment avec Gandhi, avec les outils de communication qu'on fournit, les capsules vidéo, c'est qu'on parle des actions de l'association. En fait, on n'est pas en train de dire faire un focus sur l'entreprise, mais on fait un focus sur l'association et on fait en sorte que les vidéos qu'elles ont en contrepartie pour pouvoir valoriser leur impact ne parlent que de l'association et donc font que l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, devient l'ambassadeur de l'association avec un appel à dons à la fin, ce qui fait que du coup, on permet d'éviter cette problématique contrepartie puisque au contraire, on fait travailler les boîtes pour qu'elles deviennent l'ambassadeur de l'association. Donc, on fournit du contenu vidéo, on fournit des choses, mais qui, du coup, ne passent pas en tant que contrepartie. Alors, on nous dit dans le chat, oui, mais une contrepartie en dehors de la déduction fiscale transforme le mécénat en sponsoring, donc une prestation de service qui n'est pas déductible des impôts. Absolument. Alors, prochaine question. Dans une pratique de démarchage, quels arguments, quels éléments de langage utiliser pour que l'entreprise devienne mécène dans une logique héroïste pour la TPE? Je veux bien tenter de commencer, puis tu complètes, Laetitia. On se le disait tout à l'heure et on vous partageait des liens. Il y a les études, elles sont quand même flagrantes, hein. C'est-à-dire que les Français et les salariés, c'est plus anodin, quoi. Dans les comportements de tous les jours, voilà, il y a ce souci de l'environnement, ce souci de l'engagement sociétal. Les entreprises, ça doit être les premières actrices là-dessus. Et d'ailleurs, toutes les structures publiques, elles cherchent à engager aussi de plus en plus les entreprises. Il y a une campagne, enfin c'est au-delà d'une campagne, les entreprises s'engagent qui a été lancée là, par l'État il y a quelques années. À l'origine, c'était sur l'inclusion des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi. Ben, ils ont élargi leur scope. Voilà, on sent ça dans l'air ambiant. Il y a des études qui peuvent prouver que quand on est une entreprise, on se doit de plus en plus de s'engager. Et puis les autres raisons, au-delà du fait de faire le bien, quelque part, pour le bien commun, ça permet de gagner des clients, ça permet d'améliorer l'attractivité. Laetitia parlait des appels d'offres, ça devient des conditions maintenant pour répondre aux appels d'offres. Ça permet d'attirer et de fidéliser aussi des talents qui sont clés. On voit et on sait bien que la fidélisation maintenant des salariés elle est de plus en plus difficile. On vous dopez votre marque employeur et puis vous communiquez tout simplement de façon positive. Si je voulais être un peu, je sais pas s'il faut leur dire, mais pour une entreprise, c'est quand même un outil de communication qui coûte parfois pas si cher que ça aussi. Donc, vous aidez des associations, des causes, et puis par rapport au budget de l'entreprise, c'est quand même intéressant en termes d'image. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune raison qui se prive. C'est pas que ces bénéfices-là qu'il faut présenter, mais il faut les présenter aussi. Et puis vous raconter en tant qu'association et raconter tout l'impact positif que leur don fera, évidemment, c'est essentiel. Et n'hésitez pas à parler aussi, à identifier au sein de vos associations
et du coup à en parler, les objectifs de développement durable que votre association permet de remplir. Puisque l'ONU a édicté 17 objectifs de développement durable, la plupart des causes permettent d'en soutenir entre 3 et parfois jusqu'à 10 objectifs de développement durable, ce qui veut dire que par ricochet, l'entreprise va pouvoir dire aussi que par le soutien à votre association, elle permet de remplir 1, 10, 5 objectifs de développement durable et donc le valoriser aussi de son côté. Donc, vous allez pouvoir permettre d'intégrer encore plus le mécénat dans le cadre de la RSE, puisque les objectifs de développement durable sont un point essentiel de ligne de mire de comment les entreprises doivent orienter leurs responsabilités sur les prochaines années avec des objectifs temporels sur les années à venir. Et je rajouterais aussi, comme je le disais tout à l'heure, que l'engagement solidaire est de moins en moins une option, que, comme je vous disais, les banques ne prêteront plus à des entreprises qui ne le font pas. Et donc, dans les arguments héroïstes aussi, de dire que voilà, le terrain de jeu des dirigeants dans les 3 prochaines années et dans les 3 points prioritaires des enjeux des dirigeants, bien sûr, au-delà de la survie et de la performance économique de leur entreprise, c'est d'avoir des externalités positives et de l'impact, et que donc le soutien à votre association permettra de remplir en partie cet objectif. Vous avez d'ailleurs juste un petit complément sur les ODD. Vous avez le Global Compact France qui accompagne justement au niveau français, mais c'est une démarche mondiale, les entreprises dans leur transition RSE pour réussir à prendre en compte les ODD, qui est une matrice hyper bien faite. Hein. Vous avez 17 grands objectifs, mais ça se découpe après en sous-objectifs, en impact, et puis vous pouvez choisir tel ou tel et communiquer dessus. C'est une très bonne idée. Je vous remettrai le lien là, du Global Compact France parce qu'ils ont des outils et des modes d'emploi très bien ficelés. Bon, moi, je crois qu'on a été extrêmement précis. Nous arrivons au terme de cette heure et on a fait le tour de toutes les questions. Donc, merci Laetitia, merci Eric, merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci pour vos questions. Et puis, Eric, par rapport à la transmission de la conférence, des références, etc., comment ça se passe ? Oui, alors cette conférence sera disponible en ligne. Je pense qu'on la publiera sur YouTube et puis après on la mettra à disposition. Donc vous pouvez en faire la demande et puis sinon on l'enverra dans les jours qui viennent. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation de cette Good Week. Moi, je vous retrouve pour une autre table ronde demain après-midi. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.